à tout le monde. Je m'appelle Panos Moumsis et je suis le facilitateur pour cette discussion d'aujourd'hui concernant l'agenda de transformation. Alors, je vais souhaiter le bienvenue à tout le monde. Je suis ravi de voir que nous avons avec nous plus qu'une centaine de collègues qui nous joignent de 34 pays. Plusieurs collègues qui sont en ligne de l'Afrique, même de Népal, du Moyen-Orient, même de Haïti. Alors, on est ravis d'avoir encore ce séminaire d'aujourd'hui sur le thème de l'agenda de transformation. Et la discussion d'aujourd'hui se fera autour sur l'agenda de transformation. C'est un mot qu'on a beaucoup parlé, cette réforme. Et le thème d'aujourd'hui, on va voir plutôt des réflexions qui sortent du terrain, de l'application, de la mise en œuvre de plusieurs aspects du réforme. On va écouter sur comment est-ce qu'on peut rendre nos coopérations plus efficaces, comment est-ce qu'on peut être plus redevable envers les populations affectées, comment est-ce qu'on peut faire la réponse humanitaire plus rapide, plus efficace. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous trois collègues que je vais présenter dans 2 minutes. Mais avant de faire la présentation, je voudrais répéter quelques règles concernant ce séminaire en ligne. D'abord, je vais vous encourager tous de ne pas hésiter de poser des questions, de nous envoyer des questions pendant le séminaire. Ce que je vais faire, je vais prendre votre question. Pendant les premières 45 minutes de ce séminaire, je vais poser moi-même des questions à nos trois présentateurs, des collègues qui seront avec nous en ligne. Et pendant le deuxième 45 minutes, je vais prendre vos questions et vous les poser à nos collègues pour pouvoir répondre des questions qui pourraient être bien précises pour votre situation, avoir leur réflexion d'après leur expertise pour comment rendre l'opération où vous êtes plus efficace. Je vais déjà demander à tous nos présentateurs de vraiment donner leur point de vue et leurs suggestions de point de vue pratique. Le principe de ce webinaire, c'est vraiment de partager les meilleures pratiques et de vous aider tous, d'inspirer tout le monde, de vous donner, si vous voulez, les ingrédients et des suggestions bien pratiques et précises pour pouvoir rendre votre opération là où vous êtes plus efficace sur place. J'espère que vous pouvez tous nous suivre. Autrement, si ce webinaire, c'est vraiment sur YouTube Livestream, alors vous pouvez l'avoir aussi l'audio sur place. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous signaler sur le chat box qui est là. Aussi, je vais vous encourager à la droite de l'écran, vous avez la rubrique du chat. Et l'idée, c'est, je voudrais vous encourager de ne pas hésiter, de partager vos réflexions, d'échanger avec vos collègues pendant la discussion. Vous pouvez d'ailleurs poser des questions aussi en live sur nos présentateurs, mais aussi vous pouvez échanger entre vous sur le meilleur pratique ou des suggestions que vous avez sur place. À droite, si vous voyez un polling qui est ouvert depuis 2 minutes, je voudrais vous encourager à répondre tout de suite. Il y a quelques questions où on est essayant vraiment de mieux comprendre qui est avec nous en ligne actuellement, qui est en train de suivre ce webinaire sur place. Ce que je vais faire maintenant, c'est présenter nos trois invités que nous avons sur place. Je vais commencer par Moustapha Soumaré, qui est le représentant spécial adjoint au Sud-Soudan. Il est aussi l'ancien coordinateur humanitaire en République démocratique du Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, il va partager ses réflexions pour sa responsabilité pendant qu'il était le coordinateur humanitaire en République démocratique du Congo. Nous avons aussi, Moustapha vient de nous joindre en ligne du Sud-Soudan. Il est avec nous de Juba. Nous avons aussi avec nous Julien Chop. Julien, il est directeur pour la pratique humanitaire avec Interaction, qui est un consortium des ONG. Il est basé à Washington, aux États-Unis, et il nous joint en ligne de Washington, D.C. Et avec moi ici à Genève, j'ai Andrew Wiley, qui est le chef au département de support au programme, au bureau de OCHA, ici au siège.
Et il va partager aussi ses réflexions pour voilà, l'efficacité, la redevabilité, la rapidité et l'agenda de transformation. Alors, je vais souhaiter le bienvenu à notre trois présentateurs. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous et d'être prêts à partager vos réflexions. Ce que je vais faire, c'est vraiment plutôt commencer d'abord par Andy. Et Andy, je voudrais vous demander, vraiment depuis 2011, nous sommes en train de parler de ce terme agenda de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pratiquement pour les collègues qui sont en terrain? Pourquoi est-ce qu'on établit cette agenda de transformation? Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Andy, à vous. Merci beaucoup, Panos, et merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je crois que c'est une très bonne occasion de parler de certains de ces sujets avec nos collègues dans les pays francophones et donc je me réjouis de cette opportunité. Alors la question que vous m'avez posée, en fait, c'est une question qu'on pose souvent. Qui vient souvent de nos collègues sur le terrain, de quoi il s'agit cet agenda de transformation. Alors là, il faut aller un peu dans le passé. Et en fait, l'agenda de transformation a eu une naissance suite aux réponses humanitaires à Haïti et aussi au Pakistan. C'était pas un secret que notre réponse, notre travail collectif entre partenaires n'était pas vraiment à la hauteur. On a constaté des grandes lacunes dans la coordination, dans la réponse aux besoins, dans la prise de décision en ce qui concerne la direction stratégique de la réponse. Dans notre préparation à l'évolution des crises. Je vous donne quelques exemples. À Haïti, au début, juste après le tremblement de terre, il y avait un grand déploiement de militaires qui venaient pour donner un soutien à les réponses. Et il y a une période de temps où ils ne savaient pas quoi faire. Ils attendaient des conseils de notre part, surtout de la collectivité internationale, comment mieux utiliser leurs ressources. Alors, la prise de cette décision, comment leur conseiller, comment diriger ces ressources, ça a traîné pendant très longtemps et le résultat était qu'ils ont décidé de faire ce qui était, à leur avis, le plus important. Ce qui n'était pas forcément ce qui était le plus prioritaire. Alors, en ce qui concerne le Pakistan, pareil, il y avait des lacunes dans la coordination, mais surtout, il y avait une faiblesse de notre côté de voir comment la crise allait évoluer. Et au fur et à mesure, en fait, la crise était en train de s'empirer, plus de personnes affectées, plus d'inondations, etc. Et on était tous un peu surpris par l'envergure que ça a pris. Et donc notre capacité d'être préparé pour cette dégradation était vraiment diminuée. Donc juste pour vous donner quelques exemples de ce qui a été constaté en termes de lacunes. Donc, on parle de la réforme humanitaire de 2005 et 2006 et pourquoi ça ne nous a pas permis de mieux répondre pour ces deux crises dont je vous ai parlé. En fait, cette première réforme était focalisée sur la réponse sectorielle et le besoin d'avoir une meilleure responsabilisation au niveau de chaque secteur. Et c'est pour ça qu'on a créé le concept de cluster et de chef de cluster, de vraiment mettre sur une agence, une organisation, la responsabilité
d'assurer une meilleure coordination dans chaque secteur. Alors ça, bien sûr, ça a eu son impact sur la réponse, mais ce qu'on a constaté après Haïti et Pakistan, c'est que même si on avait amélioré cette réponse sectorielle, on n'était pas encore en train de travailler comme une vraie collectivité. On n'était pas en train de travailler comme une équipe, en train d'achever des objectifs collectifs. D'analyser les besoins des personnes affectées ensemble pour arriver à une analyse commune. Donc l'agenda de transformation était vraiment focalisé sur ce changement de mentalité dans notre façon de travailler ensemble, dans la façon dont on voit les leaders humanitaires, dans la façon dont on renforce la prise de décision par ces leaders, que ce soit le coordinateur humanitaire ou au niveau de l'équipe de pays humanitaires. Et aussi dans la façon dont nous travaillons ensemble d'une façon plus stratégique. D'enlever parfois nos casquettes organisation et vraiment mettre les besoins, les intérêts des personnes affectées au centre de notre travail commun. Donc voilà, c'était un peu le but, l'objectif de cet agenda de transformation, ce changement de culture et de mentalité. Alors d'un point de vue local, un des éléments clés de cette transformation était de renforcer le concept d'un cycle de programmation comme un cadre de coordination pour l'opération collective. Et là, ce qu'on a essayé de faire avec nos collègues interagents, c'est de donner des outils de coordination qui nous permettaient en fait de travailler ensemble sur ce cycle de programmation. Mais avant de vous donner plus de détails sur ça, je vais rendre la parole à Panos. Merci Andy, c'est vraiment ce changement d'habitude et l'esprit de ça qui est très important vraiment dans le travail que nous faisons ensemble. Merci de l'avoir souligné. Je voudrais me diriger vers Julia. Julia, je vais vous poser la question. Quand nous parlons de l'agenda de transformation, souvent les gens parlent de leadership, de coordination, de la redevabilité envers la population affectée. Finalement, pourquoi est-ce que ces trois domaines sont importants? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de point de vue pratique pour le collègue sur le terrain? Julien, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Alors Panos, la question vraiment sur le leadership, la coordination et la responsabilité, pourquoi est-ce que c'est au centre? Je crois que c'est vraiment par rapport à ce que vient de dire Andy, la reconnaissance que la réforme humanitaire au début avait changé les structures et c'était des bons changements pour un progrès des structures, mais qu'il fallait vraiment changer après la culture, comme vous l'avez dit, de toute l'architecture et de la façon dont elle répond. On parle de leadership, et quand on parle de leadership, on parle toujours, ou trop souvent peut-être, du coordinateur humanitaire. C'est effectivement un élément essentiel, mais il faut voir aussi qu'on ne voit pas le leadership dans l'agenda de transformation comme un général qui dirige ses troupes, mais et je pense que Mustapha nous parlera un petit peu de tout ça plus tard, mais beaucoup plus d'un arbitre, d'un facilitateur qui permet à tous les intervenants de fixer les priorités et d'être vraiment stratégique. Et c'est ça vraiment qui est au cœur du leadership et de la coordination, c'est comment être plus efficace, comment être plus stratégique. Et ça, c'est le leadership, c'est pour tout le monde. C'est pas que le coordinateur humanitaire, c'est aussi les chefs des agences des Nations Unies et aussi de là où moi je parle, les directeurs, les chefs de mission des ONG qui font partie de la réponse, qui font partie de
de l'équipe humanitaire pays. Leur rôle est essentiel pour arriver à avoir un leadership commun, un leadership collectif pour que les résultats collectifs soient à la mesure des attentes des populations. Donc c'est ça vraiment le centre de l'agenda de transformation. Un leadership collectif, un changement de culture, une meilleure écoute, et ça veut dire aussi de temps en temps que l'on n'est pas simplement le représentant d'une organisation ou d'une agence, on représente une partie de la communauté humanitaire dans son ensemble. Andy plus tard va parler plus en détail de tous les processus qui ont rapport avec la programmation pour justement améliorer la coordination, la réponse, les évaluations, le partage d'informations, etc. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus tout de suite. Mais le but de tout ça, c'est un meilleur fonctionnement des clusters qui eux aussi, du coup, peuvent mieux informer l'équipe humanitaire pays pour fixer les priorités, pour que la réponse soit adaptée aux besoins des personnes affectées. Et donc ça mène au troisième pilier de l'agenda de transformation, la redevabilité envers les communautés affectées. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas en tant que tel dans la réforme humanitaire originelle et qui est vraiment essentiel dans la façon dont nous devons tous collectivement changer notre approche, notre culture et la façon dont nous faisons des programmes humanitaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la redevabilité envers les communautés affectées? Ça veut vraiment dire essayer de mettre les communautés affectées au centre de tous les programmes, c'est-à-dire les consulter le plus souvent possible, au début, après, pendant, durant. Il faut qu'il y ait un dialogue continu avec les communautés affectées. Et je pense que d'un point de vue ONG, c'est assez essentiel aussi dans le sens où les ONG sont traditionnellement beaucoup plus près des communautés lorsqu'elles font des programmes humanitaires. Donc, je pense que le système en général pourrait apprendre de certaines ONG de la façon dont elles programment et de la façon dont elles s'assurent qu'il y a une bonne communication avec les communautés, des manières de se plaindre aussi quand les programmes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose de difficile et de long, je pense, pour changer un petit peu tout le système et d'arriver à être plus redevable envers les communautés affectées, mais qu'on le veuille ou non, c'est la direction qui va se passer. On parle souvent de l'apport des nouvelles technologies dans cet élément de l'agenda de transformation. Les communautés affectées ont de plus en plus de manières d'arriver à exprimer leurs besoins et leur mécontentement, et il faut que les programmes soient beaucoup plus réactifs à cela. Donc voilà, il reste beaucoup de travail à faire, mais c'est une bonne direction qu'il faut suivre. Panos, je te rends le micro. Merci Julien. Votre voix, la voix des ONG, c'est vraiment vital dans les opérations et c'est très important de voir la participation de tout le monde, le rôle que vous avez souligné autour de leadership, la coordination, la redevabilité, vraiment pour rendre l'opération beaucoup plus efficace. Je veux me diriger maintenant vers le Sud-Soudan, vers le Cuba, où Moustapha Kossimare est là. Mais pourquoi je voudrais vous demander la question? En tant qu'ancien coordinateur en République démocratique du Congo, quelles sont les actions que vous avez faites vraiment en appliquant cette agenda de transformation pour rendre l'opération plus efficace? Julien a parlé des 3 piliers, des 3 axes. Ça serait bien d'avoir votre point de vue et surtout le point de vue du terrain en appliquant tous ces principes et vraiment faisant tout possible pour rendre l'opération plus efficace. Moustapha, à vous. Merci Panos, merci pour l'opportunité. Je voulais simplement dire que je suis entièrement d'accord avec ce que Julien vient de dire. Et pour moi, un des principes vraiment fondamentaux de la mise en œuvre de l'agenda de transformation, c'est d'abord d'avoir une équipe pays qui est ouverte au changement. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et c'est pourquoi, quand j'étais arrivé au Congo,
c'est la République démocratique du Congo, c'était important de voir que, d'abord, vous savez que c'était une des plus vieilles crises humanitaires et il y avait vraiment une équipe vraiment humanitaire extraordinaire qui était vraiment acquise au changement. Donc ça a permis vraiment de faciliter les choses. Le deuxième principe, comme je dis, il y a tout l'aspect de ce que j'appelle la redevabilité même du coordinateur humanitaire. C'est-à-dire nous sommes redevables je suis redevable vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du gouvernement, mais vis-à-vis aussi des bénéficiaires. Donc moi je dis toujours que les principes qui font qu'un coordonnateur peut vraiment assumer un bon leadership, c'est d'abord qu'il puisse avoir une bonne équipe pays, donc qui est acquise au changement, ça c'est important. Deuxièmement, avoir aussi un bureau de OCHA assez fort dans le pays, parce que vous pouvez avoir les idées, vous pouvez avoir une vision. Quand vous n'avez pas aussi des gens qui peuvent vous aider à mettre en œuvre cette vision, ça ne marche pas. Et donc, il est important d'avoir une équipe OCHA qui est assez forte. Ensuite, il y a le fonds humanitaire, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment un élément important, vraiment dans tout le système de leadership, dans la structure que l'on peut avoir au niveau du pays. Alors, qu'est-ce que nous avons pu faire au niveau de la RDC? C'est d'abord, comme j'ai dit, vraiment l'agenda de transformation était venu au bon moment, parce que de toute façon, toute la communauté humanitaire savait déjà que nous étions dans une crise qui était très prolongée, une des plus vieilles crises, donc il était important de réfléchir pour voir comment nous pouvons vraiment approcher cette crise-là de façon à ce que nous puissions avoir beaucoup plus d'impact. Et je viendrai sur l'aspect de l'impact. Donc, dans le cadre de l'agenda de transformation, vraiment un des éléments premiers sur lesquels nous nous sommes attaqués, d'abord en tant qu'équipe pays, c'est de faire en sorte que nous puissions revoir vraiment de façon très claire les structures que nous avions en place pour la mise en œuvre de l'action humanitaire. Donc il fallait faire en sorte d'abord que ces structures soient beaucoup plus effectives. Donc ce que nous avons fait, c'est d'essayer vraiment de revitaliser ces structures-là, d'abord au niveau de l'équipe pays. Il s'agissait de transformer cette équipe pays en une équipe qui pouvait vraiment aider le coordonnateur humanitaire à prendre des décisions. Et ça, c'était important. Il fallait aussi renforcer les clusters. Et dans ce contexte-là des clusters, il y a un élément essentiel, je crois, sur lequel il faut attirer l'attention. Moi, je dis toujours, il y a la redevabilité des chefs des clusters. Parce que la tendance très souvent a été que, bon, on défère cette responsabilité à des gens qui sont soit des collègues et tout. Moi, je dis toujours aux chefs des clusters, vous êtes responsables vis-à-vis de moi par rapport à ça. Donc, vous devez vous impliquer davantage dans la gestion du cluster pour que cela puisse marcher. Nous avons aussi revu totalement, parce qu'il y a le fonds humanitaire qui était en RDC, et il s'agissait de voir comment on pouvait faire en sorte pour que les décaissements puissent se faire le plus rapidement possible, pour que le choix des projets puisse se faire de façon indépendante. On a même mis en place une structure totalement indépendante qui était vraiment séparée du cluster. Nous avions aussi fait en sorte que nous puissions, et ça c'était essentiel parce que avec la crise prolongée, vous savez, il y a une sorte de fatigue des donateurs, donc il fallait vraiment créer des conditions qui puissent nous permettre éventuellement de pouvoir montrer des résultats. Et ce n'est pas toujours facile dans l'action humanitaire de montrer des résultats. Donc la mise en place d'un bon mécanisme de suivi et évaluation était absolument essentielle pour nous aussi, c'est ce que nous avons fait. L'autre chose, c'était de faire en sorte que nous engageons le gouvernement et que le gouvernement soit vraiment au centre de l'action humanitaire. Dans ce contexte-là, nous avons vraiment eu des relations tout à fait particulières. Nous avons fait même en sorte que nous puissions avoir des missions conjointes avec le gouvernement. Dans le cadre même de la préparation du plan d'action, c'est vraiment la plupart des plans d'action humanitaire ont été lancés avec le ministre chargé de l'action humanitaire, ce qui fait qu'il y avait aussi une certaine disponibilité qui était là. L'autre élément sur lequel je voudrais revenir sur ça, c'est le fait de la redevabilité vis-à-vis des populations et des autorités. D'abord, commencer par la partie la plus facile, les autorités. Vous savez, très souvent, il y a cette perception qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné aux humanitaires et souvent les autorités disent nous ne savons pas où est-ce que cet argent va.
Quoique, on voit très bien les camps qui sont en place, l'appui qui est apporté aux populations hautes et tout. Bon, mais vous savez, tout ça, ce n'est pas toujours facilement mesurable. Donc, il était important que nous puissions, nous, mettre vraiment le gouvernement en confiance. Et comment on le fait? C'est à travers justement ces genres de missions conjointes, faire en sorte que quand on fait des visites avec les partenaires et tout, le gouvernement est avec nous, donc eux-mêmes, ils peuvent se rendre compte de ce que l'action humanitaire va faire. La redevabilité vis-à-vis des populations est essentielle. Et je crois que c'est là pour moi le point fondamental vraiment de l'agenda de transformation. Et là, il fallait en ce moment que nous fassions en sorte que la plupart des projets qui sont définis puissent se faire avec la discussion avec les populations concernées. Et je crois que de ce point de vue, comme vous savez, la RDC, c'est un très grand pays. Nous avons vraiment eu un système de décentralisation réel parce qu'on avait même des clusters qui étaient au niveau des différentes régions et qui fait qu'il y avait une certaine responsabilité de pouvoir avoir cet entretien avec les populations et pouvoir revenir à nous pour ça. Le dernier élément sur lequel je voudrais revenir, sur ça, c'est que dans le cadre aussi de la mise en confiance des autorités, au niveau de la RDC, nous avions aussi mis en place ce qui a été appelé le cadre de concertation. Et ce cadre de concertation, c'est en fait une sorte de plateforme de coordination entre l'équipe humanitaire et le gouvernement, qui est en fait présidée même par le Premier ministre. Bon, peut-être que c'est trop haut. Je disais toujours peut-être que si je devais apporter un peu de conseils pour ces genres de cadre de concertation, l'avantage de le mettre haut, on pense que politiquement on a l'oreille et l'appui au plus haut niveau, mais aussi le négatif de ça, c'est que ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir ces réunions-là de façon régulière. Or, elles sont quand même essentielles parce qu'elles permettent de non seulement mieux orienter l'action humanitaire, mais aussi de faire en sorte que nous puissions vraiment poser certains des défis humanitaires que nous avons. Donc, je vais m'arrêter là, Panos, et je te remets le micro. S'il y a des questions, je serai prêt à répondre. Merci. Merci Moustapha, merci d'avoir partagé des réflexions d'ailleurs sur plusieurs axes. Et pendant la présentation, je vois qu'on a reçu plusieurs questions qui viennent d'arriver suite. Je vais revenir vers toi un peu plus tard. Je vais aussi encourager les collègues qui nous suivent, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore posé des questions, de ne pas hésiter de nous envoyer des questions à travers la boîte spéciale qui est à votre droite pour le train, où je vais prendre les questions dans une quinzaine de minutes. Alors, je vais me diriger maintenant vers Andy. Je vais vous poser la question. Vous êtes en charge du programme, du cycle du programme humanitaire et de la mise en œuvre d'abord de la stratégie qui est prise par les opérations dans tout le pays humanitaire pour rendre l'opération plus efficace. Moustapha et Julien viennent nous parler des trois piliers, le leadership, la coordination, la redevabilité envers les populations affectées. Finalement, le cycle du programme humanitaire, comment c'est lié avec la réforme humanitaire et quelles sont les analyses qui sont nécessaires vraiment pour pouvoir mettre la mise en œuvre de façon plus efficace. Je vous remets le micro. Oui, merci beaucoup, Panos. Alors, le cycle de programmation humanitaire ou le concept a été effectivement introduit durant l'agenda de transformation. Beaucoup de gens vont certainement dire ce concept n'est pas nouveau. Effectivement, c'est pas un nouveau concept, mais ce qui était nouveau, c'était la façon dont nous comme acteurs humanitaires internationaux, travailler ensemble avec les collègues dans les différents pays. Alors, le cycle de programmation humanitaire, comme ça a été introduit, est constitué d'une série d'outils de coordination qui peut aider un coordinateur humanitaire, son équipe de pays, les clusters, à mieux organiser, mieux gérer, mieux coordonner les différents éléments
du cycle. Et là, je parle de la préparation au désastre, de l'analyse ou de collecte de données et de l'analyse des besoins sur l'analyse des données sur les besoins une fois qu'une crise se passe, de l'utilisation de cette analyse pour préparer un plan stratégique de réponse, d'utiliser ce plan pour mobiliser des fonds qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la réponse, de coordonner les activités que nous avons déterminées doivent être mises en place pour répondre aux besoins et finalement le suivi, l'évaluation de cette réponse. Alors, ce qu'on avait avant, parce qu'on peut poser la question si ça existait, on faisait quoi avec ce cycle avant? Effectivement, avant, on avait un outil de coordination pour ce qui concernait le cycle de programmation, et c'était le CAP, l'appel consolidé de fonds. Mais il a été constaté par les collègues sur le terrain au siège que ce processus était très focalisé sur la mobilisation de fonds, qu'il manquait ce côté, cet élément stratégique sur la réponse collective. On constatait également qu'il y avait des faiblesses dans l'analyse des besoins. On voyait souvent du copier-coller d'une année à l'autre sur le résumé sur les besoins, alors qu'il n'y avait pas vraiment des efforts pour revoir sur base de données et d'informations comment évoluer la situation. Alors la décision prise par le Interagency Standing Committee a été de mettre l'accent sur ces différents éléments du cycle de programme humanitaire et de donner des outils de coordination qui peuvent être utilisés par les équipes pays. Et là, vous avez certainement entendu parler de l'aperçu des besoins humanitaires, ou comme on dit en anglais, le Humanitarian Needs Overview, du plan de réponse humanitaire, qui est traduit en anglais comme le Humanitarian Response Plan, ou le rapport périodique de monitoring. Alors, ces trois outils aident les coordonnateurs à travailler sur vraiment le fond de la réponse. Quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on est en train d'achever comme résultat? Mais je vais revenir à ce que Mustapha disait tout à l'heure, parce que sans une coordination appropriée et efficace dans le pays, sans une équipe de pays qui travaille vraiment comme équipe avec le leadership et le soutien d'un coordonnateur humanitaire, sans des clusters et un mécanisme de coordination intercluster, il est quasiment impossible de faire ce travail collectif sur le cycle de programme humanitaire. Donc, ces deux éléments, la coordination est un élément clé à la mise en œuvre du cycle de programme et vice-versa. L'un ne peut pas venir avec l'autre. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est en train de suivre ce programme avec des structures de coordination efficaces, on va forcément avoir une approche plus stratégique en ce qui concerne les besoins et les réponses. On va avoir des décisions plus claires en ce qui concerne la direction de la réponse. On va pouvoir montrer plus clairement qu'est-ce qu'on a fait et comment ont évolué ces besoins. Et donc, pour conclure, je reviens à ce que disait Julien au début sur la redevabilité. Si on est plus transparent
sur la façon dont nous avons évalué les besoins, si on a parlé avec les populations quand on collectait les données, si une fois qu'on a fait notre analyse, on le partage avec nos différents les différents acteurs, les populations déplacées. Pareil pour le plan de réponse humanitaire, pareil pour le suivi et l'évaluation. On est en train de devenir automatiquement plus redevable aux populations qu'on est en train de servir. Et en même temps, on est en train de devenir plus redevable au gouvernement auquel nous sommes en train de donner notre soutien et aussi à nos bailleurs de fonds. Mais il ne faut pas oublier que ce redevabilité va dans plusieurs sens. Alors que si on est plus crédible dans notre façon de gérer ce cycle de programme humanitaire, on doit être en train de tenir aussi les bailleurs de fonds plus redevables à financer les actions que nous avons identifiées et priorisées. Donc, ce concept de redevabilité, c'est très important et comme je vous ai dit, ça va dans plusieurs sens. Alors, je vais m'arrêter là, je vais rendre le micro à Panos. Merci. Merci Anne de nous avoir expliqué justement le cycle du programme, l'importance justement de différents aspects, voilà, le rôle que chacun peut jouer. Je vais me diriger vers Julien. Julien, vous travaillez avec une ONG, vous avez travaillé plusieurs opérations sur le terrain avec différentes ONG. Souvent, les ONG sont beaucoup plus sceptiques. Souvent, ils se plaignent, voilà, on a tellement de réunions, comment est-ce qu'on peut participer, vraiment, comment est-ce qu'on peut contribuer avec notre tout petit rôle ou grand rôle à emmener l'opération plus efficace. Nous avons parlé de leadership, de la coordination, de la redevabilité envers la population affectée, du rôle de l'équipe humanitaire pays, le rôle de coordinateur humanitaire, cluster, etc. Je voudrais avoir votre avis et surtout que nous avons pas mal de collègues, des ONG qui nous écoutent, qui sont en opération. Quel rôle, d'abord, quelle est l'appréciation des ONG et surtout de point de vue pratique, de point de vue opérationnel pour le collègue qui nous écoute, quel rôle les ONG pourraient jouer pour pouvoir emmener un changement aussi à cette station, vraiment, il faut pouvoir améliorer, ça pourrait être la coordination, enfin, le but de tout ça, pour pouvoir rendre l'opération plus efficace. Julien, je vous rends le micro. Oui, merci Panos. Alors d'abord, je pense qu'il faut toujours rappeler que les ONG ne sont pas un bloc homogène, hein, donc c'est vraiment des impressions qui ont été glanées à droite à gauche sur le terrain et en parlant à divers collègues. Il semble vraiment que le point essentiel d'un point de vue de l'engagement des ONG, et c'est reconnu par la plupart des ONG comme un lieu essentiel, c'est vraiment l'équipe humanitaire pays. La plupart des équipes humanitaires pays ont des sièges pour les ONG et souvent un siège pour les forums de coordination des pays en question. Ça, c'est vraiment un lieu stratégique, c'est un lieu où on peut vraiment arriver à influencer la direction de la réponse et aussi, d'un point de vue de redevabilité, à représenter peut-être de temps en temps les communautés dans ces instances de gouvernance et de décision. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel. Ceci dit, il faut aussi reconnaître que les ONG dans leur ensemble généralement trouvent encore que même s'il y a eu un progrès du fait de leur participation à l'équipe humanitaire pays, il y a toujours une forme ils pensent qu'ils devraient avoir une voix plus importante et un poids politique plus prononcé. Souvent, les impressions que l'on glane sur le terrain, c'est vraiment on participe, on donne des propositions,
mission, on essaye vraiment de diriger l'équipe humanitaire pays et de jouer notre rôle, mais on n'est pas vraiment écouté, on n'est pas vraiment pris en compte. Donc ça, c'est que ce soit une impression ou la réalité, c'est quelque chose qui est très réel. C'est quelque chose qui est très réel. Et ça va contre l'idée même de l'agenda de transformation. Un gros problème aussi, je pense d'un point de vue des ONG et surtout donc pour l'équipe humanitaire pays, c'est la non-représentation ou la représentation insuffisante des ONG nationales dans ces instances de gouvernance au niveau du pays. Et ça, on le remarque très souvent et on n'a toujours pas trouvé réellement de solution pour arriver à avoir une voix plus importante pour les ONG en général et spécialement pour les ONG nationales. Et là encore, en revenant au point essentiel de la redevabilité aux populations affectées, si on n'arrive pas à entendre les ONG nationales dans les instances de décision pour la réponse humanitaire, il y a un problème qui doit être résolu. Donc ça, c'est vraiment le point névralgique, c'est l'équipe humanitaire pays. Je pense aussi que les ONG doivent, et ça c'est peut-être un peu une autocritique, être mieux organisées. Souvent, les ONG qui sont sur les équipes humanitaires pays ne représentent qu'elles-mêmes ou pensent représenter la collectivité, mais ils ne sont pas très bien organisés dans le sens où le feedback des réunions n'est pas donné à leurs collègues, etc. Donc, ça devient quelque chose d'un peu mystérieux et les décisions de l'équipe humanitaire pays ne sont pas forcément comprises par l'ensemble ou en tout cas par une grande majorité des ONG sur le terrain. Un autre point d'engagement très important pour les ONG et historiquement qui est assez essentiel, c'est bien sûr les clusters. Les ONG étant souvent engagées d'un point de vue sectoriel, les ONG sont souvent très engagées dans les clusters et on le voit aussi du fait que de plus en plus, et je pense que c'est une pratique qui est très positive et qui devrait être répliquée autant que possible, les ONG deviennent des co-leaders de clusters, aussi bien au niveau pays qu'au niveau global. Mais bon, il y a aussi le revers de la médaille, et Panos l'indiquait il y a quelques minutes. Toutes ces réunions, toutes ces discussions, les ONG n'ont généralement pas les capacités en ressources humaines pour vraiment être impliquées dans tous ces forums. Et on voit ça aussi quand on regarde les rapports des OPR ou de l'équipe STIDE, que très souvent, il y a la coordination, d'une certaine façon, pose plus de problèmes, ou en tout cas prend tellement de temps que ça détourne de la réponse humanitaire en tant que telle. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver entre une meilleure coordination, une stratégie collective et une réponse plus efficace collectivement, mais aussi pas prendre trop de temps à prendre ces décisions et ne pas être dans ces cercles interminables de réunions. Et ça, toutes les ONG sur le terrain ressentent ça assez fortement. On a parlé de la redevabilité, je pense encore que tout le système, et je crois qu'il y a un collègue qui a posé cette question dans la boîte de Q&A, il y a un vrai problème encore quand même dans la culture, et ça c'est une culture des Nations Unies comme des ONG. On parle de la redevabilité aux personnes affectées, on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais il y a toujours une redevabilité très importante aux bailleurs de fonds et une compétition très importante pour les fonds sur le terrain, et il faut pas ignorer cette réalité. Et ça me mène peut-être à mon dernier point, c'est-à-dire il faut vraiment être patient. L'agenda de transformation, une transformation, ça se fait pas en 5 minutes. C'est des changements de culture très longs et il faut que l'on continue collectivement à essayer de s'investir dedans et à changer les mentalités petit à petit. Les ONG ont tendance à être impatientes par nature et elles ont raison de l'être et de se plaindre, elles ont raison de se plaindre, mais il faut aussi être patient et essayer d'être un agent actif dans ce changement. Je pense que peut-être une dernière remarque, l'agenda de transformation
c'est un moment pivot maintenant pour l'agenda de transformation. Comme on le sait, Valérie Amos, qui était la marraine de l'agenda de transformation, a quitté son poste de coordinateur humanitaire global. Et donc, il y a une certaine fatigue, je pense, aussi bien parmi nos collègues des Nations Unies que parmi les ONG. Et donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à continuer à s'investir dans ce processus pour que les changements positifs continuent à voir le jour, parce que si on abandonnait maintenant ou si on partait dans une nouvelle réforme humanitaire, ce serait pas efficace et on aurait perdu beaucoup de temps. Donc voilà, Panos, à toi. Merci Julien, c'est important vraiment d'avoir la participation des ONG, la voix des ONG, l'engagement des ONG avec tout le reste du système, avec les Nations Unies. Après tout, nous sommes ensemble dans l'action humanitaire, alors c'est une voix qui est très importante à voir avec nous pendant le travail que nous faisons sur place. Je vais commencer maintenant de prendre des questions qui viennent de nos collègues et qui le posent un petit peu de partout. Moustapha, je vais les diriger vers vous. Il y a des collègues, il y a une question qui est arrivée qui disent, voilà, il y a une énorme dégradation de l'infrastructure dans le pays où les collègues est basé. Il est dans une crise chronique, dans une situation qui date depuis plusieurs années, où voilà, il y a une dégradation de la situation économique, de l'infrastructure, de maladies qui se répètent, un environnement qui est très difficile avec des groupes armés, des conflits qui datent depuis des années et des années. Alors, dans un contexte pareil, comment vraiment est-ce qu'on peut rendre, du point de vue pratique, les opérations plus efficaces, plus redevables, plus rapides, pour pouvoir répondre à ce problème quand l'environnement vraiment est impossible? Dans un contexte qui est très difficile, qui j'imagine, vous avez passé aussi un contexte assez similaire en Congo. Alors, quelles sont vos réflexions? Moustapha, vous. Merci Panos. Je voulais peut-être, avant de répondre à cette question, vraiment aller un peu dans le sens de ce que Julien vient de dire. Pour dire que pour moi, l'agenda de transformation, c'est vraiment un état d'esprit. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est pour les humanitaires. Peut-être même qu'il faut maintenant, quand on voit l'état actuel du développement dans le monde, il faut peut-être même penser à une sorte d'agenda de transformation pour le développement. Donc, pour moi, il est important de savoir que ce n'est pas la responsabilité seulement des humanitaires de faire la mise en œuvre de l'agenda de transformation. Le premier responsable, à mon sens, vraiment dans l'agenda de transformation, dans la mise en œuvre au niveau du pays, c'est d'abord le gouvernement. Donc, et c'est tellement essentiel que, vous savez, on peut toujours avoir des ressources en tant qu'humanitaire, mais n'oubliez pas que dans ces pays, en particulier quand je vois la RDC, c'est un pays quand même qui a quand même assez de ressources. Donc si vraiment le gouvernement lui-même est mis au centre de la responsabilité de ça, il y a des possibilités que justement ça soit perçu comme étant une activité importante pour le gouvernement et pour laquelle le gouvernement mettrait aussi des ressources. Je voudrais dire que pourquoi cela est important. Quand on voit par exemple dans des crises prolongées comme en RDC qu'on a vu et puis peut-être dans d'autres pays, on se pose maintenant la question de savoir est-ce que les activités menées par les humanitaires sont vraiment purement humanitaires en tant que telles. Alors, l'idée, et je crois que c'est ça que l'agenda de transformation offre, c'est que nous devons penser maintenant de telle sorte que nous puissions faire le lien étroit entre l'humanitaire, le relèvement précoce et le développement. Et ça, on ne peut pas le faire tant que, justement, ça ne devient pas l'affaire non seulement du gouvernement, des acteurs politiques, mais des populations concernées, bien sûr, mais aussi des acteurs, des partenaires de développement. Parce qu'il s'agit, à un moment, vous savez, toujours on parle de ce gap qu'il y a en particulier sur le relèvement précoce. Moi, je pense que l'agenda de transformation donne la plateforme qui puisse permettre de faire cela. Deuxièmement, je crois qu'il est important de savoir que pour l'agenda de transformation, nous avons, au niveau de la RDC, je donne un exemple concret, où nous avons quand même voulu faire en sorte que nous puissions renforcer les capacités au niveau national. Parce que ça aussi, c'est important dans ce que nous faisons. Et comme, en fait, on ne pouvait pas le faire
directement comme ça. Nous avons utilisé le fonds humanitaire pour arriver à ça. Comment nous l'avons fait au niveau de l'équipe humanitaire, et on était tombé d'accord que pour tous les projets, par exemple, qui vont être soumis, en particulier par certains de nos collègues des ONG internationales et tout, il faudrait que dans ces projets, ils puissent avoir quelque chose, d'abord, si c'est possible, qu'ils le fassent en relation avec des ONG locales, et si ce n'est pas possible, au moins qu'ils mettent dans le projet quelque chose qui puisse permettre de pouvoir renforcer des capacités au niveau local. Et je vous dis que ça, c'est essentiel parce que, vous savez, quand on avait eu la crise au niveau du Katanga, dans ce que nous appelons le triangle de la mort, en fait, là, dans cette zone, la plupart, les partenaires qui étaient vraiment présents là-bas et qui pouvaient vraiment faire le travail, pour la plupart, c'était des partenaires nationaux. Donc, il était important pour nous de faire en sorte que nous puissions justement apporter l'appui nécessaire à ces partenaires nationaux. Et c'est là qu'intervient vraiment ce que j'appelle tout l'aspect de la gestion des risques. Parce que, vous savez, les partenaires nous donnent de l'argent, nous sommes redevables vis-à-vis des partenaires, nous devons montrer l'impact, mais en même temps, il y a tout cet aspect fiduciaire qui est là, comptable, qui est là, ou qu'il faudrait faire, et ça, c'est la gestion des risques. Donc, moi, je dis vraiment toujours, au niveau humanitaire, il faut pouvoir prendre des risques, ne pas être, comme on dit, risque averse, comme en anglais, mais vraiment permettre que nous puissions prendre des risques, parce qu'il y a des moments donnés où on n'a pas le choix. Pour pouvoir sauver les vies, il faut justement pouvoir aller avec des partenaires pour lesquels souvent on n'a même pas toutes les informations qu'il faut pour ça. Donc moi je pense que ça c'est important. L'autre élément important dans le cadre de choses, c'est vraiment au niveau de la réadaptabilité, au niveau des communautés touchées. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a au niveau de la RDC, il y a un élément essentiel qu'il faudrait faire. Et il faudrait faire en sorte que, au niveau de l'action que nous menons vers ces populations, que l'on puisse vraiment montrer que ces actions ont un temps limité. Parce que la tendance, c'est le fait que, bon, c'est là pourquoi d'ailleurs souvent certains des gouvernements et tout nous accusent en pensant que nous prolongeons la crise ou l'action humanitaire simplement pour des intérêts quelconques. Et c'est là où nous devons peut-être là aussi, à cause de la réadaptabilité que nous avons avec les communautés touchées, de faire comprendre que cet appui, c'est pour un certain temps et nous devons travailler avec ces communautés pour faire en sorte que maintenant, à un moment donné, que vraiment le début de relèvement précoce puisse se faire, que les aspects aussi les aspects relatifs au développement puissent se faire. Dernier point que je voulais soulever là. Quand on voit dans des zones ou dans des pays comme la RDC où il y a des crises prolongées comme ça, on voit beaucoup, vraiment c'est là où le lien réel entre les aspects développement et humanitaire se font voir de région. C'est pourquoi, normalement, au niveau des différents clusters, il est important. Par exemple, quand on prend le cluster santé, c'est clair que des actions qui sont menées, oui, ça sert à sauver les vies, mais si on arrive à utiliser justement cette activité de sauver les vies pour essayer de bâtir vraiment des centres de santé et préparer vraiment les conditions pour le futur, je pense que ça fait un lien très étroit. Ça se fait, mais je crois que nous ne faisons pas assez de communication là-dessus parce qu'on présente ça toujours comme des actions humanitaires parce que aussi derrière ça, il y a le financement de l'action humanitaire. Voilà ce que je peux dire sur ça. Pendant je vous remercie. Merci. Merci Moustapha. Je vois qu'on a beaucoup de questions qui sont arrivées de collègues qui nous écoutent. Alors, je vais prendre une autre question et me diriger vers Andy. Et la question, c'est vraiment, en cas d'une plainte, est-ce qu'il y a une agence pour trancher entre l'acteur humanitaire et ceux qui se plaignent, Andy? Merci Panos. Oui, c'est une très bonne question et ça revient sur la redevabilité aux populations qui sont affectées par les crises. Un des éléments
clé de cette approche accountability to affected people, de mettre la personne affectée au centre de nos opérations, c'est de renforcer cette communication, cet engagement avec eux. J'en ai parlé tout à l'heure de la façon dont on fait les évaluations de besoins et de façon consultative. La nécessité une fois qu'on est en train de développer nos plans, de consulter les populations affectées pour s'assurer qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Et ensuite, il y a cet élément qui est contenu dans la question du collègue. C'est une fois qu'il y a des plaintes, une fois qu'il y a des choses à dire sur la qualité de notre réponse actuelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est effectivement un aspect des opérations qui reste peu développé. Souvent, on trouve que des organisations individuelles mettent en place des mécanismes de plainte pour qu'ils puissent avoir l'opinion des bénéficiaires sur un projet distinct, mais ce qui manque, c'est que ça soit apporté au niveau stratégique, qu'on puisse avoir des informations qui viennent de plusieurs mécanismes de plainte, qu'on rassemble cette information, qu'on analyse ce que les bénéficiaires sont en train de nous dire sur notre réponse, et qu'il y ait une vraie discussion stratégique sur cette analyse au niveau d'une équipe de pays humanitaires. Et comme ça, on peut décider comment on doit agir par rapport à ce que les personnes affectées, les bénéficiaires sont en train de nous dire. Alors, il y a pas un mécanisme qui existe pour collecter ces plaintes. Ça tombe vraiment sur le leadership, sur l'équipe de pays, le coordonnateur humanitaire, les clusters, l'intercluster, de mettre en place un mécanisme pareil. Et souvent, ça va se poser sur les mécanismes qui ont été mis en place par les organisations individuelles. Donc la réponse à la question, c'est essentiel. C'est essentiel ce mécanisme de plainte qui nous donne un aperçu sur ce que la population pense de notre réponse pour qu'on puisse éventuellement prendre des décisions au niveau de la direction de la réponse. Mais ça retombe, comme j'ai dit, sur le leadership dans le pays de mettre en place ce mécanisme. À toi, Panos. Merci Andy. Je crois que je vais revenir vers vous parce qu'il y a une question qui est arrivée concernant les questions de droits de l'homme et surtout ce qu'on appelle la stratégie pour la protection, surtout la centralité de la protection autour de l'équipe humanitaire pays, le leadership qui est nécessaire par l'équipe humanitaire pays pour rendre des opérations pratiques pour assurer une meilleure protection sur place, en prenant en compte bien sûr que la responsabilité principale reste toujours avec le gouvernement. Alors la question est, qu'est-ce que vous avez fait en RDC Congo en tant que l'équipe humanitaire pays concernant cette question de la centralité de la protection? Voilà. Merci Panos. Je crois que plus qu'ailleurs, quand on voit à RDC, vraiment la question de la protection est très importante. Et surtout quand on voit dans le cas de la RDC où il y avait aussi une mission qui avait aussi une brigade d'intervention et qui a été d'ailleurs perçue de part et d'autre comme juge et partie, comme faisant partie de la crise. Je sais que j'ai eu combien de fois
au cours des réunions du UN4 Team, de l'équipe humanitaire pays, à pouvoir justement parler de tout ça. Alors, qu'est-ce qui est important? Parce que je dis toujours, au niveau de la protection, surtout dans des pays comme ça où il y a une forte mission des Nations Unies, il faut pouvoir quand même profiter de cela. Pour que ça soit toujours négatif, il y a quand même certains aspects positifs peut-être qu'il faudrait voir là-dedans. Et je dis toujours que la relation entre les humanitaires et la mission, c'est un peu comme la chanson « Je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où on a besoin de la mission parce que la mission, quand même, a certains moyens qui permettent aussi d'aider les humanitaires, mais il y a des moments où, à cause de notre neutralité, de notre indépendance, on ne veut pas se faire voir avec la mission. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a été fait de façon très particulière au niveau de la RDC? C'est que nous avons pu, ensemble, avec la mission et toutes les parties concernées, donc l'équipe humanitaire, la mission, nous avons développé une stratégie pour la protection. Et non seulement nous l'avons développé, mais nous avons fait ça de façon très pratique en faisant en sorte que cette stratégie soit signée par les humanitaires. Moi, j'ai signé au nom des humanitaires. Ça a été signé par le représentant spécial du secrétaire général. Et comme en fait la force aussi nous aide un peu dans cet aspect-là, d'une certaine façon, quand les humanitaires le veulent, on a fait en sorte aussi que ça soit signé par la force. Je dis ça pour donner en même temps un exemple. Vous voyez, quand on avait des problèmes au niveau de ce qu'on appelle le triangle de la mort, il a fallu que l'on demande, avec les humanitaires, on a demandé à la mission de mettre même pas quelques militaires dans la zone. Donc, seulement par leur présence, même s'il n'y avait même pas tous les moyens de pouvoir vraiment chasser toutes les milices qui étaient là et tout, par leur présence déjà, ça créait vraiment des conditions qui pouvaient rassurer les populations et qui étaient restées sur place. Mais dès le moment où ce petit bataillon a été retiré, alors ça a repris, les miliciens ont repris cela. Donc il y a souvent des petites actions comme ça qu'il faudrait faire, je pense qu'il est important de faire, qui permettent vraiment de pouvoir faire les aspects de la protection. Un autre élément important pour la protection, parce que je crois que ça c'est aussi essentiel. On a tendance toujours à croire que la protection, les humanitaires, nous devons être, comme on dit, les avocats pour la protection. En tant qu'humanitaires, nous n'avons pas toujours les moyens de pouvoir faire la protection. C'est pourquoi nous devons pouvoir vraiment avoir une sorte de relation avec d'abord le gouvernement, parce que c'est sa responsabilité première, et puis maintenant, le reste du système des Nations Unies, même si c'est une mission ou quoi que ce soit qui se trouve dans la zone. Donc moi, je pense que les aspects de la protection doivent être perçus comme des aspects importants pour lesquels nous, en tant qu'humanitaires, nous devons être les gens qui nous allons être très, très, très vocaux au niveau de ça, mais en même temps, nous devons savoir aussi quelles sont nos limites et pouvoir faire en sorte que nous puissions prendre en compte les autres structures ou mécanismes qui puissent nous permettre justement de faire cela, et souvent, si c'est nécessaire, avec les missions de médecins de la paix qui sont dans le ministère. Je vous remets le microphone. Merci Moustapha. Justement, les questions de protection sont toujours très délicates, très compliquées. C'est clair que ce n'est pas notre responsabilité. En même temps, dans les opérations, c'est toujours la question de voir ce qui est pratique, surtout plusieurs questions. Je vais me diriger vers Julien. Il y a une autre question que nous avons reçue toujours sur la redevabilité envers la population affectée. Et la question, c'est concernant le mécanisme de redevabilité et le rôle des ONG locales, les ONG nationales. Quel est leur rôle? Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer? Ils peuvent contribuer. Le système de la redevabilité envers la population affectée du point de vue collectif ne sont pas très clairs. Alors, quelles sont vos réflexions? Julien.
Merci Panos. Oui, ça revient un petit peu à ce que je disais auparavant, dans le sens où les ONG nationales ne participent pas suffisamment à toutes les instances de l'agenda de transformation. Les ONG nationales sont essentielles pour mieux comprendre les populations affectées, pour mieux les assister. Et le fait qu'elles n'aient peut-être pas suffisamment de voix, que ce soit dans les équipes humanitaires pays ou que ce soit dans les clusters, est un vrai problème. Donc je pense que il y a des instances qui existent maintenant. Je pense vraiment que les équipes humanitaires pays sont les meilleurs endroits pour influencer ce genre de choses. D'un point de vue où est-ce que les ONG nationales doivent influer? Je pense que en RDC, dans beaucoup de pays où les crises sont là depuis longtemps, au Sud-Soudan aussi, en Centrafrique, il y a des forums ONG, des forums de coordination des ONG avec des directeurs, etc., qui sont le meilleur endroit où je pense que les ONG en général, nationales ou internationales, peuvent avoir une voix, que ce soit dans l'équipe humanitaire pays ou dans les clusters, etc. Donc c'est vraiment pour moi le point d'entrée et je pense que le développement de l'agenda de transformation a vu un développement parallèle de ces forums de coordination des ONG au niveau pays et ça permet peut-être de décharger les ONG qui sont par nature beaucoup plus opérationnelles et d'avoir des représentants dans ces instances. Donc le conseil à donner à notre collègue, ce serait peut-être de trouver dans la communauté humanitaire de l'endroit où il se trouve, les personnes qui ont un contact ou qui font partie du forum des ONG au niveau du pays et de clairement partager ces problèmes d'un point de vue de redevabilité auprès des populations affectées. Mais je pense que ça fait partie d'un problème, comme j'ai dit, plus important, qui est la représentation des ONG nationales, surtout dans les crises qui durent. Et Moustapha l'a dit lui-même à propos de la RDC, quand les crises durent 10, 20, 30 ans, il faut que les ONG nationales prennent aussi beaucoup plus le relais qu'elles ne le font en ce moment. Donc voilà, Panos. Merci Julien. Moustapha, je vais me diriger vers vous. D'ailleurs, il y a 3 questions que je vais essayer de mettre un petit peu ensemble. Et c'est vraiment, les 3 questions sont liées au financement. Comment est-ce que vraiment on peut arriver à mobiliser des ressources rapides au moment où on se trouve au milieu d'une crise où on peut pas vraiment, on n'a pas le moyen de pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire. Et puis lié à ça aussi, c'est la question de la réponse rapide. Nous avons un mécanisme sur place. Nous faisons notre critique que notre réaction, même si on a le financement, n'est pas tellement rapide. Comment est-ce qu'en tant que système, parfois on est lourd. Comment est-ce qu'on peut vraiment rendre le système beaucoup plus efficace et rapide pour la réponse sur place? Moustapha, quelles sont vos réflexions? Merci Panos. Pour le financement, je crois que ça c'est le nerf de la guerre, comme on le dit. Et par exemple, dans le cas de la RDC, nous avons eu la chance d'avoir le fonds humanitaire. Mais comme je disais, vous vous souvenez au début quand je disais un des éléments clés qui font vraiment la force d'un coordinateur résident dans le pays, c'est aussi d'avoir dans le pays des donateurs qui sont très très engagés. Et je crois que dans ce contexte-là, au niveau de la RDC, nous avions vraiment été gâtés parce que nous avons eu vraiment une équipe on les appelle le Food Humanitarian Donorship, qui était très 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 engagée avec nous. Les partenaires étaient vraiment très exigeants, ce qui est normal. Mais en même temps, on pouvait avoir des discussions utiles avec eux pour leur montrer quelle est l'importance de pouvoir avoir le financement pour la RDC, quoique l'on se trouve dans une sorte de crise prolongée. Alors,
pour que le financement puisse continuer. Je pense qu'il y a 3 éléments importants qu'il faudrait avoir. Le premier élément, c'est que nous puissions montrer que nous pouvons faire le delivery rapide, c'est-à-dire pouvoir faire une réponse rapide. Donc pouvoir évaluer les besoins, faire les projets et tout de suite commencer l'action humanitaire. Je pense que ça c'est important parce que ça rassure non seulement les partenaires qui nous donnent les ressources, mais aussi les populations. Le deuxième élément important pour que le financement puisse se faire, c'est vraiment ce que j'appelle tout cet aspect de la redevabilité, l'accountability. Il faut que nous puissions rendre compte vraiment aux partenaires, et quand je dis les partenaires, je parle non seulement des partenaires qui financent, mais aussi le gouvernement, des ressources que nous recevons. Ça, c'est absolument essentiel. Le troisième élément pour le financement qui est là, c'est vraiment tout ce qui est, c'est ce que j'appelle relatif au suivi et évaluation, parce que nous devons pouvoir montrer que nous avons de l'impact, et surtout dans les crises prolongées. Vous savez, quand c'est une crise qui vient pendant 1 mois, ça passe, ça va, on a sauvé des vies, l'argument, on a sauvé les vies. Mais quand vous êtes dans une crise prolongée, il faudrait prouver que vous pouvez vraiment avoir vraiment de l'impact par l'action que vous faites. Donc, cet aspect de suivi et évaluation est vraiment important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons, au niveau de la RDC, vraiment mis en place tout un mécanisme, toute une structure de suivi et évaluation, parce qu'il était important pour nous de pouvoir montrer l'impact, non seulement au niveau des partenaires qui nous donnent l'argent, mais aussi au niveau du gouvernement. Un dernier élément par rapport à la réponse rapide. C'est là où nous avons fait tout un changement dans les aspects de l'allocation des ressources au sein du fonds humanitaire, pour permettre justement que ça puisse être le plus rapidement possible. Très souvent d'ailleurs, au niveau de la RDC, on prenait beaucoup plus de temps à identifier les besoins qu'à donner les ressources, tellement que vraiment la structure au niveau du fonds a été allégée d'une certaine façon. L'autre élément, c'est que nous avons aussi, dans beaucoup d'autres pays, ce que nous avions appelé la réponse rapide au mouvement des populations, qui est un cadre qui est géré en général par l'UNICEF. Mais là aussi, on a voulu au niveau de la RDC élargir, parce que le RRMP, comme on le dit, vraiment ça portait simplement sur certains secteurs. Et en général, c'est bon. C'est vraiment des secteurs qui sont plus ou moins gérés par l'agence en question. L'idée, c'était de pouvoir ouvrir cela à des aspects concernant, par exemple, l'alimentation, etc. et tout, et pour que tout cela puisse se faire. Et donc, nous nous trouvions un peu dans un dilemme. Est-ce qu'il faudrait mettre encore plus de choses dans un mécanisme qui fonctionne, ou trouver un moyen qui puisse faire que ce mécanisme continue, mais trouver des liens qui puissent permettre que ce mécanisme puisse justement répondre à certaines préoccupations que nous avons. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Donc en résumé, vraiment pour le financement, je crois qu'il y a l'engagement des partenaires, il y a l'aspect de pouvoir montrer l'impact, et il y a aussi les aspects de la redevabilité, de rendre compte. Je vous remets la parole. Merci Moustapha. Justement, il y a le lien entre la rapidité, l'efficacité et le résultat et le financement, justement pour pouvoir rendre l'opération plus rapide et plus efficace. Andy, je vais me diriger vers vous. Il y a une question qui vient du terrain, un collègue qui dit, dans l'opération où je travaille, vraiment il y a un décalage entre le terrain et la capitale. Moi je suis basé sur le terrain, et souvent le cluster au niveau des capitales, les groupes sectoriels, il y a un manque de la même compréhension en termes de partage d'informations, la prise de décision, il y a un décalage qui est sur place. Comment est-ce que la jeune et la transformation peuvent nous aider à vraiment résoudre ce problème qui est très sérieux là où je suis basé? Andy. Merci Panos. Oui, en fait, c'est un problème qu'on constate souvent, et surtout dans des opérations qui ont lieu sur des grandes distances entre les différents centres de coordination. Donc c'est très fréquent qu'on voit ça. Alors ce qu'on a décidé, ou ce qui a été dit sous l'agenda transformatif, c'est que
la responsabilité de mettre en place la structure de coordination reste avec l'équipe de pays humanitaires et le coordinateur humanitaire. Et le fait qu'il existe 11, 12 clusters en général ne veut pas dire qu'on est obligé de mettre en place exactement cette structure dans tous les centres de coordination. Donc ça reste vraiment sur l'équipe de pays, le coordinateur de décider selon le contexte dans lequel on se trouve, c'est quoi la structure de coordination le plus appropriée. Et donc, ça veut dire on doit regarder où dans le pays il faut des structures de coordination. Qu'est-ce que ces structures de coordination doivent consister en quoi exactement? Est-ce qu'on a besoin d'un certain nombre de clusters ou de groupes qui travaillent sur des secteurs? Ou est-ce qu'on a uniquement besoin d'un petit comité interagence qui regarde à travers les clusters ou à travers les secteurs? Donc, c'est vraiment décider où on doit être et qu'est-ce que ça doit être comme mécanisme de coordination. Souvent, il faut également décider qui va faciliter cette coordination. Je me rappelle très bien quand j'étais en RDC entre 2006 et 2009, on avait des petits mécanismes de coordination, par exemple à Uvira. C'était pas vraiment des clusters, il n'y avait pas vraiment suffisamment de partenaires pour avoir un comité permanent interagence ou même avoir plusieurs réunions de clusters. Donc, ils avaient constitué un petit comité qui se réunissait régulièrement, qui regardait les différentes problématiques. Mais malheureusement, ce mécanisme n'était pas lié à la coordination qui se faisait à Bukavu, qui n'était pas non plus liée à la coordination qui se faisait au niveau national. Donc, ce qui est encore très, très important dans cette structure de coordination, c'est d'établir ces liens entre les différents mécanismes. Donc, par exemple, si je me rappelle au niveau de Goma, on avait un comité permanence, interagence permanent qui regardait tout le Nord Kivu et tous les mécanismes qui se trouvaient à travers le Nord Kivu répondaient au comité, au CPIA de Goma. Et ensuite, il y avait le lien qui a été établi entre Goma et le niveau national. Alors, ce lien de communication, ça consiste en quoi? Ben, normalement, le niveau national doit prendre des décisions, donner des directions stratégiques au niveau sous-national et donc guider la réponse qui se passe au niveau provincial ou autre. Et ensuite, le niveau provincial doit pouvoir dépendre sur le niveau national quand on a besoin de soutien, quand on a besoin de conseils en termes de décision, etc. Donc, c'est très important que ce lien de communication soit suivi et qu'ensuite, qu'il y ait un lien, une correspondance entre les différentes réunions des coordinations qui auraient lieu. Donc, je vous donne un exemple. Quand le mécanisme à Goma se réunissait, cette réunion aurait lieu 2 jours avant la réunion au niveau national. Donc, on est sûr de pouvoir communiquer les résultats, ce qui sortait de la coordination sous-nationale au niveau national pour demander le soutien éventuel. Donc, comme j'ai dit, plus important, c'est la structure, c'est de décider quel mécanisme où est mené par qui et ensuite d'établir ces liens de communication. Et bien sûr,
au fur et à mesure que la réponse évolue, de revoir de temps en temps toute la structure. À toi, Panos. Merci Andy pour le conseil pratique que je vois ce soir du terrain. Il nous reste qu'une dizaine de minutes, alors j'ai encore plusieurs questions devant moi, alors je vais demander à tous mes collègues présentateurs d'être le plus bref possible pour pouvoir prendre plusieurs questions. Au même moment, vous voyez devant vous, vous allez voir, dans 2 minutes, il y a un polling qui va sortir, ou avant la fin de ce webinaire, nous voulons vraiment avoir votre point de vue sur ce que vous avez écouté. Alors, Julien, je vais me diriger vers vous. Il y a un de nos collègues qui pose la question, est-ce que la nouvelle transformation peut contribuer à réduire la compétition entre les agences pour le ressources, le fonds qui vient de bailleurs de fonds? Julien, brefement. Oui, je vais brièvement. Dans l'esprit, oui. Dans l'esprit, l'agenda de transformation doit mettre toutes les agences ensemble pour faire des priorités stratégiques. Donc, si votre mandat, c'est de vous occuper des enfants et qu'il n'y a pas d'enfants qui sont victimes, vous ne devriez pas recevoir de fonds. En réalité, on sait très bien que la situation sur le terrain est très différente. Et je pense que là, l'esprit de l'agenda de transformation peut réduire la compétition, mais je pense qu'il faut aussi regarder le système un petit peu plus en général et regarder comment est-ce qu'on est jugé si on est chef d'agence des Nations Unies, comment est-on jugé par son superviseur quand on est chef de mission ONG. Malheureusement, on est beaucoup plus jugé sur l'argent qu'on ramène pour l'organisation et pour la taille du portfolio de programme que pour le fait qu'on participe d'une façon intelligente et stratégique à l'équipe humanitaire pays. Donc il faudrait trouver une façon d'être plus redevable à la coordination en général et à l'équipe humanitaire pays pour qu'il y ait un changement vraiment profond. Donc voilà, j'en reste là, Panos, pour être bref. Merci Julien. Moustapha, je me dirige vers vous. Il y a une question que nous venons de recevoir qui est dans le même esprit. Alors, le collègue pose la question, il dit, voilà, travailler ensemble est vraiment essentiel, mais ce n'est pas toujours facile, parce que souvent les agences vraiment présentent plutôt le drapeau et le mandat de leur organisation, voilà, dans cette compétition. Au même moment, l'agence de transformation nous demande d'avoir des esprits de coopération, de collectif, d'avoir un changement dans l'état d'esprit, ce que nous ne voyons pas sur les opérations. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire sur place d'une façon pratique pour renforcer cet esprit de cas collectif, l'esprit de l'agenda de transformation du point de vue pratique autour de l'équipe humanitaire pays et de l'interclasse sur les opérations. Moustapha, quelles sont vos réflexions? Merci, Panos. Comme je le disais, ça c'est une perception que l'on peut toujours sentir. Au niveau de la RDC, comment nous avons pu, enfin, pas résoudre ça, mais au moins essayer d'engager des réflexions là-dessus. Premièrement, c'est pour ça que nous avions voulu qu'il y ait vraiment une sorte d'équipe pays humanitaire qui soit relativement bien composée, parce qu'il y avait les agences des Nations Unies, il y avait les partenaires au développement, et puis il y avait aussi les ONG. Donc et c'était cette équipe sur laquelle, moi, en tant que coordinateur humanitaire, je me basais pour prendre vraiment les décisions. L'autre élément aussi, parce que souvent, vous savez, très souvent, de travailler ensemble, je crois que c'est Julien ou Andy qui l'avait dit, il y a souvent aussi un peu la compétition au niveau des ressources. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de l'esprit de l'agenda de transformation, nous avons revu un peu les modalités d'allocation des ressources au niveau du fonds humanitaire. Avant, c'était vraiment presque le cluster qui décidait, où est-ce que ça partait, etc. Donc finalement, nous on a dit non, le cluster va décider des priorités, mais du point de vue de l'allocation, on a mis ensemble en place vraiment une structure indépendante
qui rend compte directement aux coordinateurs humanitaires, qui revoient les projets qui sont soutenus comme ça et voient par rapport à la qualité des projets, par rapport à la réponse que ces projets apportent aux besoins exprimés, et c'est comme ça que les fonds ont été alloués. Ce qui fait que d'ailleurs, on voit même dans le cadre de l'allocation des ressources au niveau du fonds humanitaire, c'est vraiment passé avant. La majeure partie des fonds étaient au niveau des agences du système des Nations Unies, mais en tout cas, jusqu'au moment où je quittais, là, c'était plutôt l'inverse. Donc, vraiment, on a vu que c'était plus côté des ONG qui avaient le plus de financement que le système des Nations Unies, parce qu'on s'est dit que le système des Nations Unies pouvait aussi avoir d'autres sources de financement que simplement le fonds humanitaire, parce que à partir du moment où nous avons fait le plan d'action humanitaire, nous devons tous être solidaires pour le financement de cela. Et c'est pourquoi aussi cette question de résidiabilité et de transparence est importante, parce que quand le plan d'action humanitaire est lancé, il y a certains partenaires, à cause des collaborations qu'ils ont avec certaines agences où des ressources sont données. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte au moins que de façon très transparente, qu'on sache, au moins dans le cadre de la mise en œuvre de cela, de l'action humanitaire, quels sont les fonds qui ont été donnés, à quelle structure ou pas. Donc ça permet aussi de créer l'accord. Et finalement, je crois que, vous savez, vous pouvez mettre tous les mécanismes en place que vous voulez. Moi, je dis toujours le changement. Et c'est pourquoi je dis que l'agenda de transformation, c'est vraiment un état d'esprit. C'est la façon dont les gens se mettent ensemble pour pouvoir opérer ce changement. C'est ça qui va faire la différence. Pas les guidelines ou tout ce que l'on met en place. C'est vraiment les personnes qui vont faire la différence. Je vous remets le microphone. Merci Moustapha. Certainement, c'est vraiment le personne, c'est l'état d'esprit qui emmène finalement le résultat sur place. Julien, je vais dériver vers vous. Il y a une question qui nous venons d'arriver sur le renforcement des capacités des acteurs nationaux. D'ailleurs, Moustapha a parlé aussi de ça. Et la question est que vraiment, ça aussi, ce n'est pas lié à la résidiabilité. Quelles sont les suggestions de ce qui pourrait se faire pour avoir ce renforcement sur place? Il y a une deuxième question qui est dans le même sens, sur la participation communautaire pour l'action humanitaire. Que vraiment nous prenons en compte la communauté sur place, les acteurs nationaux suffisamment sur notre travail. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour l'améliorer? Julien, très brièvement. Je pense encore que là, si on regarde ça d'une façon de réponse collective, au bout de la première année ou des premiers 6 mois d'une réponse humanitaire, les stratégies de réponse doivent évoluer. Et justement, quand nous sommes dans des crises à long terme, de déplacement à long terme ou de déplacement répété par exemple, il est important de changer la stratégie et de se rapprocher le plus possible des populations, donc d'avoir des stratégies qui écoutent et qui financent beaucoup plus les ONG nationales. Comment le faire? Je crois que là encore, c'est une question stratégique et par rapport à la programmation et au cycle de programmation, au lieu d'être dans la réponse directe, de plus en plus travailler à travers pour les ONG et pour les agences des Nations Unies, de travailler de plus en plus à travers des partenaires nationaux qui peuvent reprendre le flambeau, pour ainsi dire, et après continuer la réponse sur le plus long terme. Ça doit faire partie de la stratégie, mais pour revenir un petit peu au point de discussion avant, il faut aussi un changement de mentalité dans le sens où ça veut dire qu'on est prêt, aussi bien les agences des Nations Unies que les ONG internationales, à recevoir un peu moins d'argent et à avoir un peu moins de pouvoir sur les réponses humanitaires. Et c'est ce changement de mentalité qui doit être là pour arriver à évoluer d'un point de vue stratégique. Voilà, Panos. Merci Julien. Moustapha, il nous reste quelques minutes, alors je vous pose la dernière question.
je vous avais la dernière parole. Alors, un de nos collègues, nous a envoyé la question. Il dit, voilà, dans le pays là où je travaille, ni le gouvernement, ni les ONG nationales n'ont la capacité de faire face aux urgences. Au même moment, le cluster, ils n'ont pas vraiment le moyen pour le renforcement des capacités nationales, et c'est une crise qui est chronique, qui se répète pendant des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe humanitaire pays dans ce contexte, vraiment pour rendre les capacités nationales plus fortes? Moustapha. Merci, Panos. C'est une question très compliquée, très difficile. Bon, mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, vous savez, en tant que coordonnateur humanitaire, vous avez aussi la possibilité d'avoir le surge. Hein? Donc, vraiment, s'il n'y a pas les capacités dans le pays, vous pouvez aussi faire appel éventuellement au niveau de OCHA. Il y a tout un système de surge qui est là-bas pour les pays où il n'y a vraiment pas de capacité. Donc, je pense que c'est la réponse que je pourrais donner à ça. Ce n'est vraiment pas une réponse idéale, mais voilà ce que je peux dire par rapport à ça. À vous le micro. Merci. Merci Moustapha, c'est une question qui clairement nécessite beaucoup plus de temps aussi pour approfondir. Chers collègues, c'est la fin de 90 minutes de cette webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé utile, que vous avez pris des informations qui seront pratiques pour la mise en œuvre de réflexion et d'un plan qui pourrait améliorer l'opération là où vous êtes sur place. D'abord, je voudrais remercier nos trois présentateurs, Moustapha Soumaré, le représentant spécial adjoint au Soudan du Sud, qui nous a parlé surtout de son dernier rôle en tant que coordinateur humanitaire en République démocratique du Congo. Merci Moustapha. Julien Chopp, qui est le directeur pour la pratique humanitaire à interaction basé à Washington DC, qui nous a emmené la voie des ONG et le rôle des ONG très important dans le travail humanitaire que nous emmenons tous ensemble. Merci Julien pour votre participation. Et Andy Wiley, qui est le chef du support au programme au bureau de OCHA qui est à Genève. Merci Andy aussi d'avoir partagé vos réflexions. Je voudrais informer tout le monde que ce webinaire vraiment est enregistré et ça va être disponible sur le website dans quelques jours. D'ailleurs, on va vous envoyer un email pour vous informer une fois que c'est libre. Je voudrais aussi vous encourager à répondre au point ligne qui est ouvert. Je voulais vraiment avoir vos points de vue sur ce webinaire pour savoir comment ça a été. Nous espérons que c'était utile et surtout pour avoir vos suggestions sur le prochain thème. D'ailleurs, c'est seulement le deuxième webinaire que nous faisons en français sur la jeune transformation. Et notre intention, c'est vraiment de pouvoir continuer et avancer, avoir plusieurs sujets aussi dans la langue française qui pourraient intéresser les opérations sur place. Alors voilà, vraiment un grand merci à vous tous que vous nous avez suivis pendant 1h30 pendant ce webinaire. De ma part, Panos Moussis, merci et au revoir et bonsoir à tout le monde. Merci, au revoir.